Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, moi, quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Petit, moi, je voulais être... J'ai toujours eu envie. Petit, je voulais être... Dédicace du docu au DAC. Il n'est jamais trop tard et n'est pas prêt de se taire. Alors non, pas besoin de présenter le footballeur professionnel de 1992 à 2010, fringant milieu de terrain, qui porta 21 fois le maillot de l'équipe de France et qui débuta sa carrière à Strasbourg, avant de briller notamment en Angleterre et en Italie. Non, plus besoin de présenter celui qui, aujourd'hui, œuvre du côté de Canal+, en qualité de consultant, mais aussi comme réalisateur de documentaires liés au sport et à ses enjeux sociétaux. Mais qui connaît les premiers pas chassés de ce chasseur de clichés, sachant chambrer sans jamais être méchant? Oui, qui connaît la trajectoire foncièrement humaine de cet attachant globe-trotteur guadeloupe-parisien, désormais attaché à transmettre? Eh bien vous, j'espère, après avoir écouté cet entretien avec Olivier Dacour. Salut Olivier. Salut Romain. Et merci d'avoir accepté d'être un nouvel enfant d'Allons Enfants. Merci à vous pour l'invitation. En tout cas, c'était charmante introduction. Alors ces deux mots, Allons Enfants, j'imagine qu'ils te font penser à quelque chose que tu as peut-être chanté d'ailleurs. La Marseillaise, bien évidemment. Beaucoup de souvenirs, des bons, des moins bons. Mais c'est presque toute ma carrière. Alors on va commencer, si tu le veux bien, par le commencement. Ce fameux 25 septembre 1974, à l'hôpital de Montreuil, c'était un mercredi, et ce jour-là, une personne s'en souvient très bien. Je suis arrivée l'après-midi, qui était le 24 à l'hôpital, avec des contractions, mais Olivier est arrivé avant, pas à terme, à 7 mois et demi. Et j'ai accouché le 25 à 5h10 du matin, avec une sage-femme pas gentille. J'ai eu la douleur, j'ai eu la joie. Et dans ma tête, c'était une fille, parce que j'avais acheté des choses roses. Et ma surprise a été que c'était un beau jeune homme, à 3,1 kg. Ouais, je savais pas tout ça. Je l'apprends. Mère est une cachotière, je savais pas. J'étais arrivé le 24 et... c'est bizarre, ouais. C'est étrange. Avec une sage-femme pas très sympa, apparemment assez débordée ce jour-là. Mais malgré tout, puis amusant de savoir qu'elle imaginait plutôt une fille et que finalement c'est un beau jeune homme, comme elle dit. Ouais, en même temps, c'était il y a une époque, on n'avait pas le choix, on connaissait pas le sexe de l'enfant. Je parle au moins de 20 ans, c'était quoi la chanson? Je m'en souviens pas trop, mais oui, c'est étrange d'entendre ma mère me parler de moi bébé, puisque je sais pas s'il y a beaucoup de pudeur chez nous et on parle pas beaucoup de ça, en fait, on n'a jamais parlé de ça. Alors ton identité exacte, c'est Olivier Johan Dacour. Alors pourquoi ces choix de prénoms? On écoute encore une fois ta maman. Je connaissais un petit garçon qui s'appelait Olivier, qui était sage, gentil. Johan, peut-être ça devenait à la mode à ce moment-là, mais Olivier, c'est parce que la voisine avait un petit garçon qui s'appelait Olivier, mais toujours très calme. Il n'écrasait pas une mouche, mais c'était pas le cas d'Olivier. Tu connaissais ça aussi, cette histoire? Non, je connaissais pas du tout. En fait, ma mère commence à parler, dès qu'il y a un micro, elle commence à parler, elle commence à raconter des histoires qu'elle ne m'a jamais racontées. Incroyable. Eh ben, on va voir, c'est peut-être pas encore fini, cette histoire. Maintenant, on va replanter un peu le décor, d'accord? Tu es né le 25 septembre 1974, donc, soit 8 jours avant la présentation officielle au Salon international de l'auto de la mythique Porsche 911. Et 9 jours après la première apparition à la télévision d'un certain Casimir dans L'île aux enfants. Cette année-là, le président américain Richard Nixon démissionne de ses fonctions suite au scandale du Watergate, tandis qu'en France, Valéry Giscard d'Estaing est élu 3e président de la 5e République, moins de 2 mois après le décès de son prédécesseur, Georges Pompidou. Cette année-là voit aussi la découverte en Éthiopie du squelette de Lucie, notre ancêtre australopithèque vieille de 3,2 millions d'années, et ce, quelques semaines après l'invention par le français Roland Moreno de la carte à puce, ancêtre, elle, de nos désormais incontournables cartes de crédit. Côté culture, Gérard Depardieu et Patrick Devers sont à l'affiche et triomphent dans Les Valseuses, alors qu'Alain Souchon connaît son premier succès à la radio avec son titre « J'ai 10 ans ». Enfin,
Côté sport, évidemment, pays organisateur, la RFA remporte la 10e Coupe du Monde de l'histoire en battant les Pays-Bas 2-1 en finale à Munich. Cette même année voit Saint-Étienne devenir champion de France de D1, championnat que le PSG, alors promu, va disputer pour la première fois de son histoire. Qu'as-tu envie de retenir de cette année 74, de ce contexte dans lequel tu es né au milieu des années 70 ? Je me souvenais de Watergate en 74, de Nixon, de l'équipe d'Allemagne, la RFA à l'époque, qui gagnait la Coupe du Monde. C'était mes seuls souvenirs de 74. Après, si les valseuses, mais j'avais pas cette date précise dans mon esprit. Alors, on va maintenant parler de tes parents et surtout de ta maman. Elle occupe une place très importante dans ta vie. Oui, je dois tout à ma mère. En fait, elle m'a eu très jeune déjà, donc c'était pas facile. C'était une époque où c'était très compliqué. Mais la chose la plus importante, j'ai envie de dire, et c'est ce que j'ai transmis à mes enfants, le plus grand héritage qu'elle nous a donné, c'est l'éducation et le respect. C'est un passeport pour la vie. Et ça, c'est la base. Elle était très, 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 très dure à ce niveau-là avec nous. Et puis, il y a ton grand-père maternel, Jean, marin-pêcheur en Guadeloupe, chez qui tu passais tous tes étés, enfant, et qui incarne presque pour toi la figure paternelle, justement. Ah oui, pas presque, qui incarne la figure paternelle, c'est celui qui m'a élevé, mon grand-père. Celui qui m'a élevé comme mon père. Il est décédé il y a 2 ans. Avec ma grand-mère, c'était les 2 personnes les plus importantes de ma vie, avant d'avoir mes enfants. Ton papa, justement, c'est un sujet un petit peu plus délicat ? Ouais, je veux pas en parler. Je parle pas, parce qu'en toute honnêteté, j'ai pas manqué... Souvent, on peut manquer de l'absence du père ou de l'amour du père. Mais moi, j'ai eu de la chance, c'est que mon grand-père m'aimait peut-être plus qu'il aimait ses enfants. Donc, mon grand-père, c'était mon père, même si c'est pas mon père génétiquement, mais il m'a donné tellement d'amour que j'ai pas manqué d'amour du père. Alors, dans Allons enfants, on aime bien offrir un petit cadeau à notre invité. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, l'ouvrir et nous le décrire ? Oh, magique! Putain, j'adore. Ah, c'est des dominos, ouais. J'aime les dominos. Mais c'est pas les dominos de chez nous. Ils sont beaucoup plus gros. Ceux-là sont petits. Mais ouais, les dominos, c'est beaucoup de souvenirs. C'est mon enfance, c'est mon adolescence, c'est le football. Les dominos, c'est tous les dimanches. Je voyais les frères de ma mère en train de jouer aux dominos. J'ai vu tous les gens de ma famille, toute la communauté antillaise. On aime beaucoup jouer aux dominos à la belote. Et c'est les réunions de famille. Tous les dimanches, pratiquement, tous les frères et sœurs de ma mère se réunissaient et c'était exceptionnel. C'est des souvenirs. Maintenant, je trouve que les gens se réunissent moins et on est moins famille. C'est des super souvenirs, ouais. Alors effectivement, c'est cette fameuse Guadeloupe, toutes ces parties à Déhay, le fief des Dacours, où tu passais justement tous ces étés, la plage de la Perle, ce lieu idyllique. 46 cousins germains du côté de ta maman, c'est ton socle, c'est tes racines, c'est indispensable. Ah, c'est la vie. Tous mes cousins et cousines sont toujours venus dans les pays où j'ai été, dans les clubs où j'ai été, parce que je serais pas qui je suis si j'avais pas ma famille autour de moi. Et je pense que là-bas, c'est le partage. Et on a partagé des victoires, des défaites, mais c'était toujours le plaisir de se retrouver. On est 46, vous vous rendez compte ce que c'est? Moi, je me souviens que mon cousin qui est arrivé de Guadeloupe, j'étais à Leeds, c'est la première fois qu'il voyait la neige. C'est un truc c'est improbable, en fait. Et on jouait au domino et celui qui perdait, on savait qu'il allait perdre. Donc, on l'a fait courir dans la neige. Il est arrivé, il faisait 30 degrés en Guadeloupe. Et là, il était dans la neige. Mais c'est des souvenirs, c'est des images qui restent à vie. Mon cousin Ludovic, on ne sait jamais s'il écoute. C'est cadeau. Déhay, tu as reçu notamment les clés de la ville que tu as confiées justement à tes grands-parents. Ce lieu, il représente beaucoup pour toi. Il explique aussi tous les succès que tu as eus ensuite dans tes différents projets. Ce qui est bien, c'est que j'ai grandi les gens m'ont vu petit et même en devenant le footballeur, je restais le petit-fils de Jean, le fils de Jean même, les gens disaient. Ça changeait pas. En fait, quand j'arrive là-bas, je pouvais être international, je pouvais être à Rome, à l'Inter de Milan. Je restais le petit Olivier qui avait les bouclettes quand il était petit et le petit blanc. Il m'appelait comme ça. Et ça n'a pas changé.
Donc pour moi, c'était vraiment toutes les paillettes. Il y a rien à Déhay. Quand on arrive, c'est la plage, c'est le plaisir, c'est ma famille et je sais pas comment le décrire. C'est quelque chose. J'ai construit ma maison à Déhay. J'ai ma maison à Déhay. Pourtant, je mets pas les pieds tout le temps. Je dors pas dans la maison, mais j'ai voulu quand même que mes enfants puissent venir où j'ai grandi. Je voulais qu'ils vivent ce que j'ai vécu, même si c'est différent. Mais dans la vie, on peut faire plein de choses, mais il y a des choses qui sont essentielles. C'est pour savoir où on veut aller, il faut savoir d'où on vient. Et je voulais que mes enfants voient où j'ai grandi, où j'ai commencé à jouer au foot. Alors juste pour conclure avec les dominos, j'avais un petit message très court pour toi. Malheureusement pour lui, je sais que ça va lui faire du mal d'entendre ça, mais le plus fort au domino, c'est moi. C'est les jeunes, c'est la présomption. Les jeunes, c'est mon petit frère. Moi, en revanche, j'ai des vidéos qui prouvent le contraire, où on lui fait manger en plus. Parce que nous, quand on joue au domino, on joue pas comme la plupart des gens. Il faut qu'il y ait un gage. Parce qu'on joue différemment quand il y a un gage. On mettait un citron et on mettait du piment. Et celui qui perd, il est obligé de manger le citron et le piment. Et lui, il en a mangé beaucoup. Ah voilà, c'était Joshua, effectivement, ton petit frère, le petit dernier, né en 1985, puisque tu es l'aîné d'une fratrie de 3, avec au milieu ta sœur Guylaine. Comment définir le grand frère que tu es? On écoute encore le petit dernier. C'est compliqué pour moi de le définir, Olivier, parce que c'était mon parrain, c'est mon grand frère, c'est mon exemple, c'est mon meilleur ami. Avant que je grandisse, entre guillemets, c'était vraiment mon idole. J'étais fier d'être son frère, pour le coup. Pas par rapport à sa carrière, mais pour tout ce qu'il faisait. Et puis j'ai grandi, et puis les choix dans ma vie où Olivier il a été présent partout. Olivier, pour moi, c'est un grand homme avec un grand H. C'est confession intime qu'on fait. Ouais, c'est mon petit frère. Quand on joue au foot, on se rend pas compte des concessions et des sacrifices. Et le fait d'être parti très jeune, quelque part, j'ai pas connu mon petit frère petit. Donc je l'ai eu, il venait souvent me voir. Mais il y a plein de choses que j'ai pas fait avec eux, que j'ai pas partagé. Tout ce qui était baptême, les mariages, les anniversaires. Moi, j'étais pas là, il y avait pas le téléphone. Maintenant, on peut être présent même si on est loin, parce qu'il y a FaceTime, il y a... De l'hypercommunication. Ouais, alors qu'à l'époque, c'était dur. Donc mon petit frère, je le voyais pas tout le temps, donc ça a été compliqué pour lui aussi déjà. Et en plus, avec du recul... être mon frère, c'était délicat. Être mon petit frère, c'était délicat parce qu'on se rend pas compte, les 3/4 des gens, avant de lui demander comment il va, lui, on lui demandait comment j'allais, moi. Pour se construire, c'est très compliqué. Ça a été un peu difficile, mais quand je vois ce qu'il est devenu, je suis fier. Parce que c'est peut-être l'un des 3 enfants de ma mère, c'est peut-être le plus intelligent, à qui on a tout donné. C'était le petit dernier. En tout cas, j'ai eu sincèrement beaucoup de plaisir à partager avec lui. Tu grandis à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Tu habites d'abord à la Cité des 3000, puis au quartier d'Emmaüs, qui sont un peu à l'époque les 2 grands quartiers rivaux d'Aulnay. Aulnay-sous-Bois, c'est vraiment toute ton enfance, ta prime enfance. Ouais, c'est mon enfance. C'est les matchs qui duraient 4 heures, 5 heures. C'est le partage. Il n'y avait pas de couleur de peau, il n'y avait pas de religion. On jouait tous ensemble. Et c'est des super souvenirs. Il y a pas de... Quand je disais que l'éducation, c'était super important, quand on voyait la maman d'un copain, si elle était chargée, on était obligé de l'aider. On allait faire les courses pour les personnes âgées qui habitaient au 1er ou au 2e. Il y avait l'entraide. Et ça, je crois qu'on le voit de moins en moins. C'est les meilleurs souvenirs. Enfant, pour moi, Aulnay-sous-Bois, c'est tout. Je suis parti d'Aulnay-sous-Bois et le mois dernier, j'étais à Harvard, à Boston. Donc je me dis que d'Aulnay-sous-Bois à Harvard, le chemin a été long et c'est possible en fait. Se dire que à un moment, vouloir c'est pouvoir et c'est inimaginable. Le petit Aulnaysien qui habitait au 3000, qui habitait à la Cité Emmaüs, qui est arrivé à Harvard. Mais le chemin, il est long et il est semé d'embûches, mais je suis fier de ce que je fais et si ça peut amener d'autres petits de quartier, leur dire que c'est possible, oui, c'est possible, faut en vouloir et on vous fait pas de cadeaux dans la vie. Faut aller le chercher. Alors, qui dit enfance dit école. Tout petit, quel genre, justement, d'élève étais-tu? Quel rapport as-tu à la scolarité? Quel genre Non, moi, je pensais qu'au foot quand j'étais plus jeune. Je pensais qu'au foot. Et la seule fois où vraiment j'ai travaillé, c'est parce que ma mère m'avait dit... La carotte. Ouais, elle m'avait dit, souvent si dit la carotte. Si tu veux aller en sport-études, et à l'époque, il fallait avoir 14-15, fallait avoir 15. Et j'ai dit, OK, je vais me battre. Et c'est la seule fois où j'ai travaillé. J'étais interdit d'aller jouer au foot.
Mais c'était pour Punition mon ultime. Ouais, c'était pour mon bien parce ma mère savait que qu'en me punissant de football, j'allais travailler. C'est ce que j'ai fait. Effectivement, à l'école, tu dessinais déjà sur tes cahiers de devoirs des gamins qui jouaient au foot. C'était du foot partout sur tes cahiers de cours. À quel moment le rêve, il est déjà identifié comme footballeur professionnel potentiel? Non, parce que je pense pas à être footballeur professionnel. Je pense juste, à l'époque, la maîtresse, elle me demandait, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être footballeur professionnel. C'est très étrange. Elle disait, mais c'est pas un métier. Et pour beaucoup de gens, c'était pas un métier d'être sportif. À l'époque, c'était pas un métier. Et malgré ça, j'ai jamais vu ma vie sans le football. Très étrangement, je rêvais que de ça. J'étais passionné par le football. Je pouvais jouer pendant 6 heures, 7 heures. On n'avait pas les jeux qu'on a aujourd'hui. PlayStation ou FIFA. Il n'y avait pas tout ça. On descendait et on jouait au foot. Rien que le foot, que du foot et que du foot. Même si j'ai pratiqué le tennis, mais j'aimais vraiment le foot. Alors forcément, tu as aussi grandi avec ça. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Ouais, je regardais, mais j'aimais bien aussi Jeanne et Serge. Alors, mais ouais, Olivier et Tom, parce que je m'appelais Olivier, donc souvent on faisait référence à ça. Et comme j'étais pas trop mal, alors souvent on parlait de ça, mais j'étais pas trop dessin animé en fait. Je préférais jouer. Et téléfoot, il paraît que tu ratais pas ça quand t'étais gamin. Ah non, jamais. Non, parce que j'étais passionné, parce que j'aimais ça et ma plus grande chance, je crois que la plus grande chance que j'ai eue dans ma vie, c'est de pouvoir en faire ma passion. De ma passion, ça a été mon métier. Moi, quand j'allais à l'entraînement, c'était que du plaisir. L'aspect financier, il a jamais compté. Et dans tous mes choix de carrière, le plus important, c'était le jeu. Je voulais progresser. Et à chaque fois que je suis parti d'un club, c'était pour progresser. Sauf à la fin, c'était pas pour progresser, mais je voulais pas m'arrêter, je voulais juste jouer, je pouvais pas m'arrêter sur une blessure. Dès que j'ai pu ce plaisir. Je me réveillais plus le matin avec le plaisir d'aller m'entraîner, j'ai arrêté. Alors le tout début, c'est le CSL Aulnay, où tu signes ta première licence. Non, c'est le Merisier. Et ben voilà, correction, qui est aussi un club d'Aulnay. C'est un club d'Aulnay, ouais. C'était le club qui était au 3000. Et après les Merisiers, j'étais transféré au CSL Aulnay-sous-Bois. Où tu évolues de 6 à 13 ans avec son légendaire Stade Vélodrome. C'est ça. Et effectivement, tu te distingues assez rapidement, t'es très vite surclassé, tu joues avec des gamins qui ont 1 voire 2 ans de plus que toi. Oui, t'as un don, t'as quelque chose de particulier. C'est subjectif, le don, le talent, je sais pas, mais souvent on entend les parents, les grands-parents dire que mon fils ou mon petit-fils ou mon neveu, il est bon parce qu'il tape bien dans un ballon. Mais souvent, ceux qui sont très bons, ils sont déjà en avance, déjà. Le talent, il y en a beaucoup qui disent j'ai raté une carrière, ils ont joué en moins de 15 ans, ils n'ont jamais joué en nationaux parce qu'on leur a dit une fois ils jouaient pas mal au football, ils pensent qu'ils ont raté une carrière de footballeur. Je crois que tous les gens qui font des carrières, à un moment, ils sont déjà en avance sur la plupart des gamins. Ils sont déjà meilleurs. Alors Aulnay, c'est aussi un très bon exemple parce qu'il y a eu quand même beaucoup de joueurs qui se sont révélés. C'est mine de rien une petite pépinière, on va dire, de talent ou de footballeurs en puissance. On peut citer Franck Sylvestre, Alou Diarra, Moussa Sissoko, et il y en a pas mal d'autres. Toi, tu as aussi aimé pointer du doigt l'importance des éducateurs. Tu as un souvenir d'être accompagné avec des gens qui ont aussi peut-être su mettre vos talents en lumière. Ouais, mais je pense que pour être un éducateur dans les clubs en région parisienne, faut avoir de la patience. C'est pas facile tous les jours. Et souvent, ils remplacent un petit peu les parents. À l'époque, c'était comme ça. C'est que les enfants allaient. Et c'était pas facile tout le temps pour eux. Parce qu'en plus, on était dissipés. Mais il y a un truc, on aimait le football. Mais celui qui m'a lancé, qui m'a fait partir à Strasbourg, Yvon Sroka, naturellement, il a une place importante. Mais j'ai eu des Jean-Claude Calixte, des mecs mais grâce à eux, il y a beaucoup de gamins qui n'ont pas fait de bêtises parce qu'ils allaient au foot. Je pense que dans la boxe, on a eu pas mal aussi de personnes qui venaient d'Aulnay-sous-Bois. On a Saïd Takmaoui qui vient d'Aulnay-sous-Bois, l'acteur avec qui j'ai grandi. Ouais, son frère Nordine jouait avec nous. On jouait ensemble, on était dans la même équipe. Donc, Aya Nakamura, chanteuse d'Aulnay-sous-Bois, c'est une terre de talent, Aulnay-sous-Bois. La région parisienne, en règle générale. Dans la périphérie de Paris, il y a, pour le football, mais tous les centres de formation, il y a beaucoup de gamins qui viennent des banlieues. À Paris, on secoue un immeuble. En région parisienne, il y a une équipe de foot.
Donc, il y en a beaucoup qui ont du talent. Après, c'est les fréquentations et c'est pour ça qu'ils passent pas. C'est malheureux, mais du talent, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pour revenir à ton cas, à 12 ans, tu pars donc faire un essai au Racing Club de Strasbourg avec des joueurs de ton âge. C'est pas forcément super convaincant, c'est pas forcément là où tu te démarques et tu t'accroches. Et malgré tout, tu insistes pour rester et finalement, ça se passe bien. Qui vous a raconté cette histoire ? Parce que l'histoire, elle est... Parce qu'en fait, ils me font venir, ils annoncent un phénomène. Et en fait, moi, j'ai toujours joué avec des gens qui avaient 2 ans de plus que moi. Et je joue avec les gens qui ont mon âge. Mais ça se passe pas bien, je suis normal. En fait, ils se disent, mais pourquoi on va le faire venir ? On a les mêmes à Strasbourg. Et derrière, on part à 2. Je pars avec un copain à moi qui joue avec moi, qui était plus âgé que moi, Stéphane Briganti. Et lui, il joue le lendemain avec ceux qui ont 1 an de plus. Donc, ils ont tous 2 ans, voire 3 ans de plus que moi. Mais il y a quelqu'un qui se blesse. Donc, on me dit, ouais, tu vas aller sur le banc. S'il y a un blessé, tu vas rentrer. Mais ils doivent pas me prendre, Strasbourg. Donc, je suis sur le banc. Il y a quelqu'un qui se blesse à 10 minutes de la fin. Je rentre et en une action, ils m'ont pris. Une action. Je crois que je fais petit pont, grand pont, passe décisive et il y a but. Et là-dessus, ils ont dit, mais c'est celui qu'on a vu hier. Ouais, donc il faut un petit peu de chance. En une action, les gens qui travaillaient au club, ils m'ont pris sur une action. Donc, quand je suis arrivé, moi, en plus, à l'époque, on partait pas aussi jeune. Donc, moi, j'ai fait sport-études avant. Là, ça a été une souffrance. C'était très dur. C'est la première fois que je partais loin de toute ma famille. Strasbourg, j'avais l'impression, je savais pas où c'était. C'était en Allemagne pour moi. Ta mère prenait le train, c'était long, mais elle sentait que tu avais besoin d'elle et malgré tout, elle pouvait pas être là tout le temps. Effectivement, tu traverses là peut-être une première période où on va dire l'enfant est bousculé, quoi. Tu grandis plus vite que tout le monde là aussi, non ? Bah ouais, 13, 14 ans. Moi, j'étais un enfant. C'est la première fois que il y avait plus personne. J'étais tout seul. En plus, ceux qui sont avec moi, on est 3 jeunes. Il y avait un mec qui s'appelait Franck Potier et un mec qui s'appelait Alexandre Louiseau. Alexandre, au bout d'1 mois et demi, il arrête, il rentre chez lui parce que c'est trop dur. Donc, on se retrouve 2 Parisiens, Franck Potier et moi. Et en fait, on s'est serré les coudes. Première année, ça a été compliqué. On n'a pas lâché. Quand je parlais de concession, de sacrifice, c'est ça. C'est tout ça, en fait. Quand on y pense, tout ce que j'ai fait, je l'ai mérité, j'ai été le chercher. Et je le dois à ma maman, qui m'a toujours supporté, et les gens à mes tantes, à mes oncles, qui ont toujours été derrière moi et qui ont toujours cru en moi, même quand ça allait pas. Donc, il n'y avait pas le téléphone portable, donc c'était compliqué. Mais j'ai ma famille qui m'a toujours supporté, donc je leur dois essentiellement ma carrière. Et c'est aussi une période où tu vas être confronté pour la première fois de ta vie à la mort, avec un de tes compagnons de chambre qui va décéder quand t'es gamin, quoi. Et ça aussi, c'est une épreuve qui n'est pas forcément facile à appréhender à cet âge-là. Ouais, parce que moi, c'est mon compagnon de chambre, donc c'est compliqué. Et parce qu'on vivait tout le temps... je sais pas, il y a quelques années, on voyait Secret Story où quand ils sortaient du château, ils étaient inconsolables. Ça faisait 2 semaines qu'ils étaient ensemble. Nous, on a partagé des années ensemble. On était dans la même chambre. On allait à l'école ensemble. On était tout le temps. Et le jour où on lui a dit que c'était terminé, quelques mois après, il s'est tiré une balle dans la tête. Et comme on dit, the show must go on, on se pose pas la question de savoir dans quel état vous êtes psychologiquement. On se dit simplement, faut être bon sur le terrain. Parce que c'est déjà le marché de l'emploi. Si t'es pas bon, il y a quelqu'un qui est derrière et qui va prendre ta place. Souvent, je le dis, le football, c'est le sport collectif le plus individuel. Mais parce que ça, on vous dit pas qu'à la fin de la saison, c'est toi ou lui. Faut qu'il y ait une cohésion, faut qu'on soit solidaire et en même temps, on est adversaire. Parce que sur les 20 qui sont au centre de formation, il y en a peut-être un qui va passer. J'ai jamais mis les pieds en prison, mais j'entends souvent, faut se faire sa place. Si on est faible psychologiquement, on peut pas réussir, c'est pas possible. Alors c'est un débat qui pourrait prendre beaucoup de temps, mais c'est vrai que ça m'intéresse aussi d'en parler rapidement avec toi. Le métier de footballeur est quelque chose qui est désormais sacralisé, qui est extrêmement exposé. Il y a aussi souvent des discours sur ce que gagnent les joueurs de foot, le côté star system. Mais je trouve que c'est intéressant de revenir justement sur la difficulté que connaissent tous ces grands sportifs à cet âge-là, justement, à cette période-là, où il faut faire des sacrifices, où on est loin de sa famille, on grandit plus vite, on est déjà dans un âge où il y a une extrême concurrence.
C'est peut-être aussi ces moments-là qu'il faut valoriser parce que oui, on peut leur taper sur les doigts plus tard sur certains sujets, mais là, il faut les reconnaître par rapport à ce qu'ils ont donné à ce moment-là, parce que ça, c'est pas donné à tout le monde, justement. Prenez un gamin qui a 18 ans, même un gamin qui a 20 ans. Vous lui donnez un petit peu d'argent. Il va faire quoi? La première fois qu'il va gagner son salaire, il va aller le dépenser. On va dire, ouais, les enfants, de toute façon, les footeux, c'est des enfants gâtés. Mais ça reste des enfants. C'est des enfants, c'est des gamins. Ils sont partis très jeunes. On voudrait que ça soit des exemples, mais ça reste des enfants. Donc on peut pas en vouloir à un enfant. Un enfant, il a le droit de faire des bêtises. Il en fait. Mais c'est pas pour autant que ça doit être le diable incarné ou, ok, il a fauté, il va apprendre. Dans la vie, on perd jamais. On apprend ou on gagne. Vous vous rendez compte que si en plus les footballeurs gagnent de l'argent et commencer à être tous intelligents, ça sera un vrai problème pour les clubs de foot. Parce qu'il y a plein de choses qui toléreraient plus. Et ça serait un contre-pouvoir au sein d'un club. Donc peut-être que ça dérange pas les clubs que certains soient moins intelligents, parce que dès qu'on commence à penser, ça devient un problème. Mais c'est pas simplement dans le football, en règle générale. Parce qu'on peut poser des problèmes, dès qu'on commence à poser des questions, on devient un problème. C'est une vraie question de société, je suis d'accord. Pour revenir... Je suis désolé, je suis parti sur un... Non, mais c'est mon cerveau qui... Je m'en doutais que c'était ouvrir une porte effectivement assez grande et qui nous éloignerait, mais il est parfois bon de s'éloigner pour revenir à notre sujet du jour. C'est aussi à cette période, justement, de Strasbourg, que tu vas rencontrer Stéphane Sopodine, défenseur, lui, au Racing, et qui est toujours ton ami aujourd'hui. Au départ, quand il arrive, il a 2 surnoms. Le premier surnom qu'il a, c'est Crevette. Parce que le mec, il est tout chétif, tout maigrelet. Il n'a pas encore pris l'envergure physique qu'il a pu avoir après. Mais c'était les surnoms affectifs. Le deuxième surnom qu'il a eu, et je l'appelle encore comme ça, c'est l'artiste. Il a toujours eu une capacité d'analyse très rapide par rapport à tous ceux de son âge, voire même les garçons plus âgés. Et techniquement, il était très, très, très à l'aise. Il s'est toujours fait remarquer, justement, par son élégance aussi. Il a toujours eu ce goût de la sape, même si des fois, c'était complètement déjanté, les tenues qu'il pouvait avoir. Et son élégance, ça rejoint donc ce qu'il était aussi un peu sur le terrain, élégant, artiste. Voilà, en fait, c'est tout ça qui englobe le mot artiste. Alors, est-ce que tu es conscient de ça? La perception qu'il a de toi quand tu arrives. Mais lui, il me connaît très bien. Parce que il m'a connu, j'avais 13 ans. Moi, il me dit, je te coupe une seconde parce que je peux pas tout mettre tellement j'ai de témoignages. La première image qu'il a de toi, on est dans un centre, c'est l'exigence, c'est le très haut niveau, il y a beaucoup de pression. Toi, tu arrives de Paris, tu mets les mains dans les poches, tu commences à jongler sur le terrain, là où tout le monde est dans une espèce de lubie à se dire comment il faut que je sois, comment il faut faire. Toi, tu arrives décontracté, les mains dans les poches et tu jongles tranquillou. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais, mais parce que j'étais déjà le plus jeune. Et après, j'avais pas cette pression. La pression, maintenant je le dis, la pression, je la bois, mais j'avais pas cette pression parce que eux étaient beaucoup plus âgés que moi. Moi, j'étais le plus jeune. J'étais content d'être là. Après, j'avais conscience que j'avais des qualités. Mais je me posais pas autant de questions. Peut-être, j'arrivais de Paris, j'habitais dans une cité, et là, j'étais à Strasbourg, je jouais au foot, j'étais en train de commencer un petit peu à toucher un rêve. Non, je me posais pas de questions. Après, j'étais tout maigre. Une des personnes qui a compté énormément dans ma carrière, Stéphane a compté. Stéphane, ça a été quand je suis arrivé, il m'a pris sous sa coupe. Parce que lui, c'était la plus grande star du centre de formation. Il était en équipe de France. Vous avez 3 ans d'écart. Ouais. Mais lui était déjà avec l'équipe première. C'était le plus grand espoir du football alsacien. Et il me prend sous sa coupe. Et grâce à lui, il y a plein de... J'aurais pu faire des mauvais choix. Et il a toujours été derrière. Ça, c'est mon grand frère, que je remercierai jamais assez, que je vois encore, que j'ai pas lâché, Sop, il est venu dans tous les clubs où j'ai été. Parce que quelque part, si j'ai réussi, il en fait... vous n'allez pas me faire pleurer. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En parlant de SAP, parce qu'effectivement, pour ceux qui te connaissent, c'est aussi un élément qui te caractérise, on va dire. À 16 ans, tu es aspirant footballeur, tu touches ta première paie, c'est environ 600 francs à l'époque, à peine 100 €, et puis tu décides d'économiser 3 paies successives pour te faire ton premier kiff. Ouais. Qui vous a raconté cette petite histoire? Je crois que c'était des Weston. Bordeaux. Mais parce que
Weston, c'était la chaussure à la mode que tout le monde voulait. Il a dit que j'étais très... moi, je suis un peu extraverti. Exubérant. Ouais, je mettais des choses que les... Moi, j'aime m'habiller, donc je mettais des choses que les gens vont peut-être pas mettre. Mais ça m'allait bien. Je vais mettre des pantalons encore aujourd'hui. Il faut de la personnalité pour les mettre. Moi, j'assume complètement. C'est pour ça que Sop m'appelait l'artiste. Et je vais revenir sur ça, c'est très important. On a décrit souvent, quand on parlait de moi, on disait que j'étais un boucher, que j'étais un tueur à gages. Alors que tout le monde sait que je suis un joueur super technique. Mais le métier voulait que je sois très agressif et je voulais rectifier parce qu'on me disait toujours « Ah, mais toi, t'étais un tueur à gages. » Mais moi, je suis numéro 10 au départ et je suis super technique. C'était juste le petit bémol. Non, mais t'as raison, c'est chose faite. C'est chose faite. Décembre 91, tu fais ton premier stage en pro avec Strasbourg. C'est à Mandelieu. Et là, t'hallucines. T'as 17 ans, tu te retrouves avec une limite père de famille qui, pour certains, fument des clopes et joue au tarot dans la chambre. C'est une autre époque, quoi. Mais ouais, c'était... Moi, j'étais jeune et je me dis, ouais, footballeur, c'est pas ça. Les mecs, ils sont en train de fumer dans la chambre. Ils étaient en train de fumer, tout juste, on était en préparation, mais ils ont 35, 36 ans, et pour certains. Il y en a beaucoup, Stéphane Kéchy, Van Assek. Il y avait Philippe Tis qui a été exceptionnel avec moi. Billy qui a été top quand j'étais plus jeune. Il y avait Yvon Pouliken, il y avait Jackie Paillard, il y avait des anciens. Et je trouve que dans la carrière d'un jeune, avoir des anciens, c'était un petit peu les vieux guerriers du temple. Ils étaient là, ils t'enseignaient vraiment ce que c'était le métier de footballeur professionnel. Alors maintenant, les gamins, ils ont tout. Mais à l'époque, c'était super dur. C'était dur. Mais déjà, nous, on était devant. Avec Gilbert Grèce, on était obligé d'être devant quand on partait en forêt. Et après, on n'avait pas le droit de dire un mot. On disait pas un mot. Nous, on se changeait dans le vestiaire des arbitres. Donc, toutes les semaines, on prenait nos affaires. Les anciens, on les voyait pratiquement. On les fréquentait pas. Je me rappelle, j'étais en chambre avec Billy. Il était 2 fois plus petit que moi. C'est lui qui avait le grand lit. C'est lui qui avait le grand lit. À l'époque, au Novotel, il y avait un grand lit et un petit lit. Donc, il avait le grand lit, il avait la télécommande, il avait le téléphone. Et toi, t'étais à côté, tu disais rien, t'avais pas le droit. Alors que maintenant, les gamins, ils ont à peine 16 matchs, ils arrivent dans le vestiaire professionnel, ils font la loi déjà. C'est pas possible. Et on les laisse faire. Et ça, c'est problématique. Une autre époque, on l'a dit. Finalement, c'est Jackie Duguay-Pérou, qui entraîneur de Strasbourg à l'époque, qui te lance. Non, c'est Gilbert Grèce qui me lance, moi. Ah, encore une erreur. Dans le Grand Bain, c'était le 20 mars 93. C'est Gilbert Grèce, ouais. Gilbert Grèce, mea culpa, à Auxerre, chez Giroud. Là, ça y est, t'as 18 ans, tu te dis que c'est bon, que c'est parti. En fait, 1 an avant, je rentre en Coupe de France. Il me faut rentrer juste pour la séance de tir au but. Je tire, je rate, on est éliminé. Après, on m'a plus revu pendant un certain temps. Ben ouais, j'attendais ça depuis tellement de temps. Je suis arrivé en 91. Hein. En 91, je suis déjà je m'entraîne, je pars avec les pros. Hein. J'ai à peine 16 ans et demi. Hein. 17 ans, 16 ans et demi, j'ai. C'est déjà un exploit, mais souvent on se dit, ça y est, je suis avec les pros, on pense qu'on va jouer, dans les 6 mois on va jouer, et moi j'ai mis du temps, après il y a eu la Coupe de France, et on en veut toujours plus. Sauf que c'est pas comme ça la vie. On était obligé, il n'y avait pas 18 joueurs sur le banc. Hein. À l'époque, il n'y en a que 13. Hein. Donc c'était compliqué parce que moi, il n'y a pas de joueur de mon âge. Le seul joueur de mon âge qui est avec les pros, c'est Antoine Sibierski qui est à Lille. C'est le seul qui est tout prêt, en fait. Alors après, ce sera cette carrière. Everton, Lens, Leeds, la Roma, l'Inter, Fulham et enfin le Standard de Liège. Une carrière pro de 18 ans, 92 à 2010, plus de 500 matchs en club, 3 fois champion d'Italie avec l'Inter, 21 sélections avec les Bleus, 2 fois vainqueur de la Coupe des Confédérations avec cette équipe de France justement, champion du monde militaire un peu plus tôt en 1995. T'as joué avec de très grands joueurs, on peut citer Zidane, Vieira, Ibrahimovic. Je les cite eux puisqu'ils sont aussi restés des amis pour toi. Il est où l'enfant ? C'est une question presque métaphysique. Il est où l'enfant dans cette incroyable carrière ? Il est encore devant vous. Je suis resté un enfant, en fait. Et vous avez oublié des titres. Mais on n'a pas le temps, sinon. Mais ce que je veux dire, c'est que
C'est beaucoup de joie, c'est des joies. En même temps, il y a de la tristesse parce que j'ai perdu 6 finales de coupe, donc dans un palmarès, ça fait beaucoup. Mais j'ai eu la chance de jouer avec les plus grands. Et ça n'a pas de prix. Et on se rend compte que c'est l'argent comme la culture, plus on en a, moins on l'étale. Et avant d'être des grands sportifs, c'est des grands hommes, ceux que vous avez cités. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans plusieurs championnats. Donc, c'est plusieurs cultures, c'est plusieurs pays. Et ça a été super enrichissant. J'ai eu la chance de voir plein de choses. Alors, dans Allons enfants, on aime bien parler de l'enfance, par définition, mais aussi de la transmission, qui est aussi un thème qui te tient à cœur. Avant d'aborder cette deuxième vie professionnelle, je voulais juste revenir sur 2 petits sujets que peu de gens connaissent. En 2003, tu signes à la Roma, alors qu'à ce moment-là, le Real Madrid et d'autres très grands clubs te veulent. Est-ce que tu peux nous dire vraiment pour quelles raisons tu signes à la Roma ? Ouais, j'arrive à la Roma fin décembre 2002, exactement, pour Capello. Moi, j'ai signé pour Capello. Parce que je voulais être entraîné à l'époque, c'est le meilleur entraîneur du monde. Il est riche, l'effectif de la Roma, il y avait Guardiola. Et je voulais être entraîné par le meilleur. Parce que j'avais entendu tellement d'histoires sur Capello et je voulais l'avoir comme entraîneur. Donc, c'est pour ça que j'ai signé à la Roma. Il n'y a pas d'autre raison. Si, il y a une raison, mais après, cette raison, c'est l'utile à l'agréable, c'est qu'il y a le Vatican à Rome. Et comme je suis très croyant, je signe pour le foot, mais en même temps, je ne vais pas commencer à faire... Je me rapproche du Seigneur, mais en quelque sorte, si, parce que j'allais toutes les semaines au Vatican. Moi, je trouve que c'est intéressant. Oui, mais T'en parles pas souvent ? Non, parce que j'ai la foi et je crois en quelque chose. Après, on l'appelle comme on veut, mais je me sens bien dans les lieux saints, en règle générale. Quand j'allais en Inde, je vais dans les temples et je me sens aussi bien. Donc, je crois en la divinité. Je crois qu'il y a quelque chose... En tout cas, Cette spiritualité, elle t'a accompagné. Elle m'accompagne tout le temps. Et elle explique aussi pourquoi ta carrière t'a peut-être aussi réussi. Il y a évidemment toute l'implication que tu y as mis, mais est-ce que c'est aussi un élément qui t'a, on va dire, aidé ? Ben oui, parce que chez nous, en Guadeloupe, la religion, elle est importante. Ma grand-mère a donné l'hostie à l'église, donc forcément, j'ai été baigné dedans. J'ai fait du catéchisme. Je vais à l'église, je sais pas, j'ai été éduqué comme ça, donc j'ai gardé ça et je peux pas l'expliquer parce que je prie 2 fois par jour, donc je peux pas l'expliquer, ça fait partie de moi. Mais Rome, c'est exceptionnel, Rome, c'est fantastique. J'ai eu la chance de pouvoir voir le pape, ça a pas de prix. C'est quand Jean-Paul II est décédé, j'avais mes tantes de Guadeloupe qui étaient là et je les avais emmenées se recueillir un petit peu. C'était inimaginable, c'était impensable. Quel grand homme. Ta maman m'a raconté une petite anecdote quand vous êtes champion du monde militaire. C'est en Italie, en 95. Ouais. Et t'as oublié ta Bible. Et apparemment, c'était pour toi quelque chose de très compliqué de ne pas l'avoir pour cette compétition. Et elle t'en avait envoyé une. Non, je parle pas. Si, mais le problème, c'est que moi, j'en ai plusieurs. J'en ai une que je garde toujours chez moi et j'en ai une. Comme je voyage assez souvent, il y a encore 1 mois et demi, j'en ai perdu une. Je l'ai oubliée dans le... Mais je me sens super mal. Je me sens super mal une fois. On m'a volé un sac et en fait, il y a des choses qui étaient importantes, mais pas aussi importantes que ma Bible. Ça m'avait... je sais pas comment l'expliquer, en fait. J'aime... je sais pas, quand on a la foi, on a la foi. Je peux pas dire... Il y a des gens qui croient pas et c'est leur... je respecte. Mais moi, je crois en quelque chose. Parce que j'ai la chance, même quand je suis au plus mal. Après, je prie pas simplement quand ça va pas. Moi, je prie tout le temps. Et la plupart des gens prient quand ça va pas. Ils demandent au Seigneur de les aider. Pas les aider tout le temps. Il y a déjà beaucoup de travail. Après ta carrière de joueur, donc tu vas embrayer avec une carrière de consultant. Tu passes par RMC, Eurosport, TF1 ou encore Europe 1. Et surtout, Canal+, avec qui tu continues l'aventure encore aujourd'hui. En quoi, justement, cette reconversion sur ce plan de la communication, qui est aussi quelque chose sur lequel t'es très à l'aise, t'as souvent une réputation, même auprès de tes proches, de quelqu'un d'assez chambreur, qui a la répartie facile. C'était un choix en toute évident. honnêteté, moi, je suis arrivé par hasard. Parce qu'en 2010, avec mon associé Giuseppe Cudemo, on avait une maison d'édition. Et il y avait la rétrospective d'Armand à Beaubourg. Et comme je suis passionné d'art et j'étais grand collectionneur d'Armand, on avait des œuvres, on décide de coéditer le catalogue. Et en fait, c'était très rare à l'époque. En fait,
Les gens ont su que j'étais passionné d'art. Il y avait que mes proches qui savaient que j'étais passionné d'art parce que je voulais surtout pas qu'on me mette dans une case. Parce que, en règle générale, ce que j'aime, c'est, moi, j'aime raconter des bêtises. Comme ça, les gens, ils me laissent tranquille. Ils me laissent tranquille, ils m'embêtent pas. Chacun regarde midi à sa porte. Quand tu joues au foot, sinon on va te mettre dans une case, on va dire à lui, il croit qu'il est intelligent, c'est l'intellectuel de service, et je voulais surtout pas ça. Moi, ah ouais, lui c'est un chambreur, comme ça il te laisse tranquille. Il y a que les gens vraiment qui ont envie vraiment de te connaître qui vont venir vers toi. Sinon, ah non, ça sert à rien, il sert à rien. Zlatan fonctionne vraiment comme ça. Il garde auprès de lui sa vérité et après c'est de la com, quoi. Ibra, il est extraordinaire, c'est inimaginable en fait. Moi, j'ai arrêté il y a 11 ans. Et souvent, déjà, quand on change de club, les mecs avec qui on a partagé tellement de choses, s'ils vous envoient un message par an, déjà, c'est beaucoup. Même dans le travail, non? Depuis que t'es parti d'Eurosport, dis-moi, est-ce que tu reçois des messages? C'est la vie qui veut ça. On change d'emploi. Forcément, on change beaucoup de choses. Et moi, je voulais pas que les gens s'intéressent à ce que je faisais en dehors. C'est ma passion, c'est mon petit domaine privé. Et en fait, Art-Press fait un article, l'équipe fait un hors-format et il parle, c'est Bernard Lyons à l'époque qui me dit « Ouais, tu dois absolument parler ». Et je voulais pas. Et finalement, on parle de l'exposition d'Armand, que je suis passionné. Et Stéphane Paroyel et Sylvaine Mignonnet décident en fait, Sylvaine, puisque Sylvaine, je la connais depuis toujours, elle me connaît et elle savait que j'étais un peu j'étais atypique comme joueur de foot. Elle en parle autour d'elle et Stéphane Paroyel, qui est à l'époque à Téléfoot, qui est à Téléfoot et décide de me faire venir sur Téléfoot. Mais moi, j'ai un truc, c'est que je suis plutôt dans la bienveillance et je suis pas là j'ai pas besoin des médias pour vivre. Parce que les gens, ils ont envie d'entendre ça, tu vas leur dire ça. Non. Moi, j'ai toujours eu envie de montrer à quel point c'est dur de faire ce métier-là. C'est super dur. Et on le dit pas assez. On dit pas assez toutes les concessions, les sacrifices. Souvent, j'entendais, on me disait, il faut redonner. Non. Moi, je redonne rien. Parce que le football m'a appris beaucoup de choses. M'a appris tous les moments dans ma famille, mon frère, ma sœur, ma mère, les mariages, les anniversaires. T'es le parrain de ton petit frère, t'as pas pu aller au baptême. Exactement, c'est plein de choses. Donc oui, la transmission, oui, on a un devoir de transmission. Mais je ne dois rien redonner. Tu t'es aussi spécialisé dans l'univers des documentaires. C'est pas parce que t'es là, mais je trouve que ça te réussit particulièrement. Encore une fois, un domaine dans lequel tu t'es véritablement impliqué, comme peut en témoigner d'ailleurs ton co-réalisateur et néanmoins complice, Marc Sauvourel. Olivier, il arrive avec beaucoup d'humilité sur le monde du documentaire. Il a des idées, il a de grandes qualités de réalisation. Sa plus grande qualité, c'est l'écoute. Et puis sa bienveillance aussi. Il a toujours une extrême bienveillance quand il parle d'interview avec des joueurs. Et à côté de ça, il sait qu'il a une équipe autour de lui, dont je fais partie. Et puis on a aussi différents caméramans, on a jusqu'à l'ingénieur du son. Voilà, Olivier, il considère tous ces métiers-là parce qu'il considère qu'on fait un travail d'équipe. Et donc il fait aussi beaucoup confiance aux gens qui l'entourent. Mais par contre, effectivement, il vient toujours vérifier que tout fonctionne bien, c'est-à-dire que il vient au montage, il vient au mix, même quand c'est pas le moment pour lui de poser sa voix dessus, il vient vérifier. Et puis surtout, il s'enquiert du fait que tout le monde soit bien dans l'équipe et que tout le monde aille bien. Finalement, on dispute un match avec Olivier quelque part quand on réalise un doc et on est au même niveau que lui et lui se met au même niveau que nous. Mais par contre, il faut faire le truc le plus béton possible parce qu'il faut qu'à la fin, le match soit gagné. Mais je sais pas à quoi dire parce que Marc, il est extraordinaire. C'est un mec. J'ai de la chance. C'est que je suis vraiment, vraiment pour le coup bien accompagné. J'ai une équipe exceptionnelle, mais qui part du cadreur, l'ingénieur son, tous les gens qui participent au doc. Après, moi, je suis milieu défensif. Ce qui est important, c'est l'équipe, l'équilibre de l'équipe. Et tout le monde est important, en fait. Tout le monde est important et personne n'est indispensable. Donc, tout le monde est à la même hauteur. Là aussi, je trouve que c'est intéressant de venir casser un peu certains stéréotypes. Tu incarnes vraiment, t'as été, on en a quand même évoqué, un grand joueur de foot avec une carrière remarquable. Eh ben non, t'es pas de ceux qui ne prennent pas compte des autres. Tu t'intéresses aux gens, qui que ce soit. Je t'ai encore retrouvé avant le début de cet enregistrement dans une pizzeria où t'es à déjeuner. T'as parlé à tout le monde, t'as salué tout le monde et je suis pas en train de dire c'est extra, c'est un truc de dingue. Sauf que maintenant, la normalité devient exceptionnelle. Ce que je fais, c'est normal. Sauf que maintenant, on aime faire la différence entre... Moi, j'avais entendu une histoire.
qui était exceptionnel à l'époque, c'était Berlusconi, à l'époque du Grand Milan. Il demandait à la personne qui nettoyait les vestiaires comment il se sentait. Parce que si cette personne, elle est joyeuse, eh ben, il sait que son club ira très bien. Parce que les cadres, dans l'absolu, ils veulent toujours une augmentation, ils sont jamais contents. Si celui qui est en bas, il est content de venir travailler, ben, il a gagné. Et moi, c'est la chose la plus importante. Moi, j'ai pas de problème. Je vais prendre celui qui nettoie l'Élysée, je vais le traiter exactement de la même manière que si je voyais le président Macron. Il y aurait aucune différence. Parce que c'est deux hommes et point. Pour faire un petit retour quand même sur ces différents documentaires, hein, d'ailleurs que j'invite à tous ceux qui nous écoutent à bien aller les voir si ça n'est pas déjà le cas. Ma part d'ombre, en 2017, tu revenais sur le parcours et les failles de certains très grands footballeurs, justement, pour pointer ce côté humain et des choses qui sont pas toujours évidentes à comprendre de l'extérieur. Ensuite, il y a eu Je ne suis pas un singe, en 2019, où là tu dénonçais clairement le racisme dans le foot. Et c'était aussi une manière de faire un écho à ce problème dans notre société. Et puis dernièrement, Papa, où la complexité de la relation père-fils chez les sportifs de haut niveau, toujours un engagement et un éclairage sociétal. Bah, c'est important. Je crois qu'on a un rôle on est dans la transmission. Pour Ma part d'ombre, parce que c'était le premier, et c'était... Souvent, on voit et on vit des choses qui façonnent la personne que nous devenons, et on a tous quand on arrive, on connaît pas, mais on pense connaître. Et c'était juste pour démontrer que, encore une fois, vous voyez les footballeurs à la télé, mais vous savez pas ce qu'ils ont traversé. Après, le racisme, parce que c'est dans le sport, c'est tout ce qu'il y a dans les stades, c'est simplement le reflet de la société. Et tout le monde se referme. En ce moment, tout le monde se referme sur soi. Donc, il y a moins de partage, on a peur de ce qu'on connaît pas, parce que je l'ai vécu. Donc forcément, on a envie de faire bouger les choses. Et si nous, arrivés à notre niveau, moi, je parle de moi, si j'ai peur de faire des choses, mais la personne qui est tout en bas, qui vit exactement ça, elle peut peut-être pas s'exprimer, alors que nous, on a ce pouvoir et on doit s'exprimer. Mais beaucoup ont peur. Il faut du courage. Moi, j'ai reçu des menaces de mort pour faire le doc. Donc après, on se dit, est-ce qu'on le fait? Pourquoi on le fait? Parce que dans l'absolu, je pourrais pas le faire. J'ai pas besoin de le faire. C'est pas essentiel, c'est pas vital pour moi. Mais j'avais envie de dire des choses. Et papa, parce que en tant que parent, on a un devoir. On a un devoir d'accompagner nos enfants. On a un devoir. La seule chose en tant que parent, c'est que nos enfants soient heureux et qu'ils soient épanouis. Et on est là pour les accompagner. Et de savoir que quelque part, j'avais pas été présent pour mon fils aîné. J'avais pas été présent, en tout cas, peut-être moralement. Parce qu'il a vécu des choses et moi, ayant eu peut-être cette enfance où on m'a rien donné, moi, je lui disais de toute façon, il faut rien lâcher, on va rien te donner de toute façon. Tu dois faire plus et plus et plus. Sauf que il y a une chose que j'ai oubliée, c'est qu'on n'a pas la même enfance, on n'a pas grandi dans le même environnement, et que mon fils est un vrai gentil. Chose que moi, je suis un vrai gentil, mais j'ai vécu dans un quartier et c'est très différent. La suite, c'est quoi ? Début de réponse, encore une fois avec Marc. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on partira très prochainement en tournage pour un nouveau doc, mais sur la thématique, je vais laisser le soin à Olivier de vous répondre, de décider ou non de vous répondre. Je m'efface en fait derrière mon milieu de terrain, moi. Je joue en défense. Moi, j'ai fait du foot aussi, je joue en défense, donc je vais laisser le milieu de terrain gérer le tempo à ce niveau-là. Marc, en fait, je serais pas là devant vous. Je suis rien sans Marc, dans l'absolu, parce qu'on est le yin et le yang. Et tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. Il y a pas de... Là, c'est un 1-2, t'es en train de me dribbler, quoi. Non, je suis pas en train de dribbler, mais comme on est dans la phase où on doit essayer, j'ai un dîner ce soir très important d'ailleurs, on doit essayer de convaincre les personnages. Vous aurez l'exclusivité, mais pour l'instant, j'aimerais déjà que ça soit bien ficelé, bien cadré, mais c'est toujours c'est sociétal, et c'est sur le 4e opus sera dans la veine de... Ouais, c'est pareil. Je pense que celui-là, il va faire écho parce que on parle d'une petite mort et pour les sportifs, c'est très compliqué. L'avenir, le reste de tout ça, il y a d'autres personnes qui aimeraient en savoir un peu plus, qui ont des idées. Pour comprendre tout ça, en 2014,
tu étais sorti diplômé du CDES, le Centre de droit et d'économie du sport, à Limoges, une institution dans l'univers du sport. Et dans cette même promo, il y avait un certain Zinedine Zidane d'ailleurs. C'est une autre corde à ton arc qui rejoint d'ailleurs peut-être cette idée suggérée, encore une fois, par ton vieux pote Stéphane. Mais moi, ce que j'aurais vraiment bien voulu voir, c'est l'expertise qu'il a, footballistique, la mettre au service d'un club en tant que, pas entraîneur, hein, parce qu'entraîneur, je pense que sinon il va en partir plus d'un. Mais je pense qu'en tant que directeur sportif, par rapport à son ouverture footballistique, mais également par rapport à son réseau qu'il a, moi je le verrais bien dans un très bon club en tant que directeur sportif. Non, j'ai participé à la création de l'Indian Super League en Inde. C'était super bien avant que ça commence. Et quand ça a commencé, après, il faut être décisionnaire. Si c'est être là, pour pas prendre des décisions, je vois pas l'intérêt. Mais je m'éclate tellement dans ce que je fais. J'ai tellement d'idées, j'ai tellement de projets, qu'aller dans un club, on est dépendant des résultats, donc on peut avoir beaucoup de projets. Si le week-end, ça gagne pas, tout est remis en cause. Et je voudrais pas qu'un président qui arrive, qui connaît pas le football, qui puisse me dire non, ça doit se passer comme ça parce qu'il est président, il est actionnaire majoritaire. Non, je veux pas de ça, moi. Si je dois un jour avoir être directeur sportif, je serai pas directeur, je serai plutôt président, je serai actionnaire. Et ça sera mon club. Mais sinon, non. Je prendrai les décisions sur un vrai projet, mais non. Moi, j'aime cette indépendance. Je fais ce que je veux. Non, c'est compliqué, il a dit Tarté. Moi, je vois des attitudes, je pourrais pas, je peux pas, moi. Parce que je trouve que plus ça va et moins les joueurs sont passionnés par ce qu'ils font. Mais je pense que c'est dans tous les métiers. On le fait par obligation, mais le football, ça reste une passion et ça reste un jeu. Jo, ton frère, qu'on a déjà entendu, à lui... il parle trop, lui. Il a une autre piste à te proposer. Moi, je le vois bien dans un ministère. Parce qu'il a quand même cette pédagogie. Il a quand même, comme tu dis, un carnet d'adresses dans différents domaines de la société. Il a aucun désir politique, mais moi, je le vois bien dans un conseiller auprès d'un ministre. Je le vois bien faire des conférences et tout dans les universités, même dans les grandes écoles ou même dans les centres de formation. Mais un truc plus global, en tout cas. Plus global au niveau de la jeunesse et du sport. Ouais. Je pourrais être ministre des Affaires inutiles, ouais. Non. Il est sérieux ? Comment ? Non, parce que... C'est un exemple. Dans les clubs, il y a tellement d'anciens qui sont en difficulté. D'anciens qui ont des problèmes. Mais pourquoi ne pas les faire intervenir dans les clubs pour parler aux jeunes du centre de formation, pour leur expliquer la carrière, l'après-carrière, comment ils doivent gérer un petit peu l'argent, le mariage. Il y en a plein qui sont en difficulté. Pourquoi les clubs ne le font pas ? Moi, j'ai des idées. Il y en a très peu qui le font. Certains clubs ont cette philosophie. Montpellier le fait. Il y en a un. Après, on continue. Donc, ça, faire intervenir les anciens, parce que ils ont cet amour du club, ils ont cet amour du maillot, et en termes de transmission, il est passé par là, il peut t'aider. Ne serait-ce qu'aller dans un centre de formation. Je dis pas toutes les semaines, mais une fois tous les 2 mois, il y a un intervenant qui vient, qui leur explique le métier, ce qu'ils vont devoir affronter durant toute leur carrière. C'est important, la transmission. Comme un héritage, le bâton, le relais, on le donne. Et les clubs ne le font pas. Ça, c'est une idée, mais aller travailler, non. La politique, c'est pas pour moi. Mais intervenir, je le fais déjà. J'interviens dans certaines grandes écoles pour parler de ma carrière, mais pour parler de... Le côté masterclass, c'était aussi une idée de Jo. C'est vrai que ça, c'est effectivement cette notion de transmission, d'avoir envie d'apporter ton expérience, ton vécu. Mais on a un devoir, on doit le faire. Aider son prochain, c'est ça. C'est de leur donner déjà on leur donne déjà les outils. Eh bien, écoute, merci Olivier. On va en arriver à la question un peu signature d'Allons enfants. Qu'aurais-tu envie de dire justement à ce jeune Olivier qui était à Aulnay quand il avait une petite dizaine d'années, s'il était là maintenant face à toi ? Crois en tes rêves. L'espoir fait vivre. Souvent, ça a l'air d'être une phrase bateau. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il faut rien lâcher. Faut laisser personne te dire que c'est pas possible. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Olivier, qu'on termine cet épisode avec un dernier petit message. Olivier, c'est pas parce que c'est mon fils, mais c'est une belle personne et une bonne personne. Il est saint, dans tout le sens du mot saint. S-A-I-N et aussi saint, S-A-I-N-T. C'est une bonne personne, une belle personne.
Elle aurait pu mettre SEINS. Non, je suis obligé de dire une bêtise parce que ça me touche et c'est ma maman qui parle. Donc, ma maman, ça reste ma maman et je l'aime. Et je l'aime énormément. Donc, forcément, quand elle me laisse un message, nous, il y a une certaine pudeur. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On le sait, mais on ne le dit pas. Et on est une génération où nos parents ne nous disaient pas forcément qu'ils nous aimaient. Et maintenant, elle le fait. Alors que nous, en tant que parents, nous, on le dit tout le temps à nos enfants qu'on les aime. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Alors, allons, enfants. Et comme on le dit chez les Dacour, avant de sortir de la maison, l'honneur et le respect. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.